History, petites et grandes histoires, un thème, 10 mots. Bonjour et bienvenue dans cette 14e émission de History, toujours avec Nathan et Roman. Bonjour. Donc le concept 10 mots, un thème, et on doit vous écrire chacun une histoire. Il y aura bien entendu la rubrique de Roman, à la fin, la grande histoire. Pour petit rappel, les mots d'aujourd'hui sont peinture, rose, calipige, foin, nuage, poutre, féerique, Égypte, toile, forêt, et le thème c'était la calligraphie, et ces mots étaient donnés par Cassilia, une internaute. Voilà. Il faut la citer. Il faut la citer, voilà. Qui sera, j'espère, prochainement dans l'émission. Qui sera prochainement dans l'émission, si elle peut. Oui. Donc sans plus attendre, maintenant on va passer à la première histoire de Nathan. Alors, pour une fois, mon histoire n'aura pas comme personnage principal notre héros Sigmund. Je suis désolé, j'avais une autre idée en tête. Mais cette fois, ça sera une rose, à l'allure calipige. Petite référence au Petit Prince, parce que cette rose sera un peu vivante. Mais cette fois, la rose n'est pas à sauver et enfermer, mais bel et bien, elle, l'aventurière. Ça va être elle qu'on va suivre tout au long de notre histoire. Et voilà. J'avais pas de transition. La rose vit au milieu de la forêt depuis qu'elle est née. Elle ne s'est jamais lassée de ce beau paysage féerique. Il y a en face d'elle une clairière avec un petit étang au loin, magnifique, se disait-elle chaque jour. De l'autre côté de cette clairière se trouve un champ et après une grange aux poutres apparentes, remplie de foin. Ce côté-là l'exaltait. Moins, mais il y avait quelque chose d'attirant là-bas. Le sable. En effet, cette rose n'était pas en France, mais en Égypte. Et oui, j'ai bien dit l'Égypte. Cette forêt, créée par l'homme, est le lieu de vie de cette rose. La vie de cette rose est miraculeuse malgré les nuages de sable. Elle a survécu malgré l'aridité qui peut être présente et a réussi à survivre grâce à l'étang pas loin, etc. Malgré sa vie passionnante, la rose se sentait seule. Bah oui, il n'y a que elle en Égypte. Du coup, elle ne veut pas trop parler avec d'autres roses. Mais un jour, un homme venu. C'était un peintre calligraphe. Et il s'asseya, sortit une toile de peinture et se mit à peindre. La petite fleur le regarda, intriguée. Le vieux monsieur lui parla. « Tu ne t'ennuies pas ici ?» La rose, surpris, n'osa pas lui répondre. L'homme ne lui parla pas plus et partit. Mais il revint le lendemain et lui montra ce qu'était la peinture, puis la calligraphie. La rose ne disait toujours rien, mais faisait de plus en plus confiance à l'homme. Puis, un jour, il lui donna les pinceaux, et avec tout ce qu'elle apprit, elle créa une calligraphie des plus simples, mais des plus belles. L'homme fut impressionné, et les deux commencèrent chacun à écrire l'un à côté de l'autre pendant des années. C'est super poétique. Alors, je sais pas s'il y a une métaphore derrière. Non, en tout cas, je l'ai pas pas. du tout. Mais au début, quand tu as commencé à. J'ai à galéré. raconter- Je suis Non. désolé pour mon élocution. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'étais là. Bah, du coup, le thème calligraphie. Attends, Oui. j'arrive pas là. Mais en fait, il est arrivé. Oui, après, oui, d'accord. Après, j'ai compris. Oui. Mais c'est giga original le fait que ce soit une rose, tout ça. Bah, en fait, le problème, c'est que moi, quand je m'imagine mes histoires, je les imagine en animation 2D. Et du coup, en fait, c'est compliqué de décrire une idée que j'ai en animation. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de musique, en fait. C'est juste des bruits sonores ambiants. Et ensuite, en fait, c'est un peu comme le film Le Tableau. Je sais pas si vous l'avez... Normalement, vous l'avez vu, on l'a vu en 4e Ah ou oui, ça me dit 3e. un truc, ça. Où c'est des personnages de tableau qui sortent du tableau et qui vont voir leur peintre, celui qu'ils l'ont créé. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que je m'étais inspiré de ça. Et en fait, il y a très peu de paroles. Je me souviens qu'il y avait très peu de paroles dans ce film. Et en fait, je voulais reproduire ça avec la rose comme personnage principal. Elle parle pas trop, mais un jour, elle va rencontrer quelqu'un et va lui apprendre à s'exprimer, mais avec la calligraphie. Ok. Non, mais très poétique, comme le dit Romain. Très imaginaire. Et c'est toujours sympa parce que du coup, ça sort du réalisme. Enfin, c'est dans le surréalisme, du coup. Non, mais on révise en même temps le bac de français. Ouais. Du coup, on va passer maintenant à la deuxième histoire de Roman.
Alors, mon histoire se déroule au Moyen-Âge, en France, quelque part dans la région du Cantal. Donc, depuis son plus jeune âge, Isabelle rêve de faire un métier artistique, mais n'a jamais su se décider dans quel domaine. C'est pourquoi, le jour de ses 22 ans, lorsqu'elle en eut marre de nourrir les animaux de la ferme de ses parents et de nettoyer leur box sale remplie de foin, elle décida de se prendre en main et d'établir une liste sur ce dont elle était capable de faire et sur ce dont elle était incapable de faire dans les différents arts qui existent. Elle se questionna alors sur ses capacités et ses goûts. La culture, non, ça salit les mains et ça nécessite trop de patience. Alors la littérature, non, mon lexique est beaucoup trop pauvre pour ça. Et alors la musique, non, impossible. Chaque fois que je touche un instrument ou que je chante, ne serait-ce 5 minutes, je rends sourde toutes les personnes qui m'écoutent. Une vraie horreur. Bon alors, je sais pas, la peinture, il faut être créatif et réfléchi. Ouais, je pense que je pourrais en être capable. Hein. Par contre, pas pour ce qu'il s'agit de la peinture sur toile. Non, ça, c'est beaucoup trop grand. Et puis, c'est pas vraiment mon truc de dessiner des objets ou des personnes. Même les couleurs ne m'attirent pas. Je préfère les couleurs sombres, comme le gris et le noir, plutôt que des couleurs vives, comme le rose et le jaune. Voilà. Mais alors, donc là, je reviens dans mon rôle de narratrice. Mais alors, qu'est-ce qu'elle allait bien pouvoir faire, cette Isabelle ? Toutes les principales caractéristiques de la peinture ne lui plaisaient pas. Donc, à quoi bon faire de la peinture si cela ne lui allait pas ? Elle passa plusieurs jours à réfléchir sur son avenir et sur ce qu'elle allait bien pouvoir faire, quand soudain, lors d'une de ses nombreuses dictées avec son professeur, M. Leblanc, elle eut une illumination. La calligraphie. Ce n'est certes pas vraiment de la peinture, mais ça reste une forme d'art. Isabelle aime créer des lettres ainsi que des mots aux formes callipyges qui, pour elle, rendent grâce à leur pays d'origine, l'Égypte. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est écrire. Lorsqu'elle écrit, cela la sort du monde réel et la fait rêver dans un monde féerique où rien ni personne ne peut la déranger. Enfin, sauf lorsqu'elle n'a plus d'encre dans son écumoire. Bon, hélas, son désir de devenir calligraphe risquait fort de ne pas se réaliser à une époque où les hommes du clergé ont le monopole dans ce domaine, les seuls qui savaient ou pratiquement écrire. Mais ce n'est pas ce qui allait arrêter Isabelle. Elle venait enfin de trouver son métier. Elle n'allait pas le lâcher de si peu. Pour se donner les moyens de réussir sa vocation, Isabelle prit une décision lourde mais nécessaire, qui était de quitter la ferme familiale avec ses vieilles poutres apparentes afin de partir habiter en ville. Là-bas, elle était sûre qu'elle trouverait une personne qui chercherait un calligraphe ou une calligraphe. Mais ce dont elle était moins sûre, c'est est-ce que cette personne voudrait bien embaucher une femme ? Donc après plusieurs jours de voyage à dos de cheval, après avoir traversé l'immense campagne et les interminables forêts qui ornent le Cantal, Isabelle arriva enfin à Clermont-Ferrand. Dès sa première journée dans cette immense ville, elle se mit à chercher du travail. Elle se rendit donc dans toutes les maisons d'édition et leur demanda s'ils n'avaient pas besoin d'un nouveau calligraphe. Et à chaque fois, les réponses étaient les mêmes. Ils ne veulent pas de nouveaux scripts, de nouveaux calligraphes, et encore moins d'une femme dans leur équipe. Néanmoins, cela ne démoralisa pas Isabelle, qui continua à toquer à toutes les portes, de toutes les boutiques et entreprises qui pourraient bien l'embaucher. Jusqu'au jour où, pour la première fois, Isabelle tomba sur une femme entrepreneuse, qui l'écouta parler jusqu'au bout de son speech, et en plus de cela, accepta d'embaucher Isabelle dans son équipe. Le travail était simple. Isabelle devait juste recopier des ouvrages. Ça y est, Isabelle avait enfin décroché un emploi. En plus, c'était exactement ce dont elle espérait, simplement écrire et rien d'autre. Elle était aux anges, sur un petit nuage qui, elle l'espérait, durerait longtemps. La narration, tu t'es donné. Ouais, là, j'étais à fond. La petite Isabelle, là. Super, ouais. Non, j'étais dans l'univers du Moyen-Âge. J'avais pas encore écrit ma chronique, du coup, il y a
y a un petit problème avec l'Égypte, mais c'est pas grave, ça vous le verrez plus tard, un petit tease. Mais ouais. Il y a un moment qui m'avait fait rire aussi, genre j'étais là, moi, je m'attendais à ce qu'elle aille à Paris ou un truc comme ça, et genre à Clermont-Ferrand. Oui, justement, et après j'ai fait une petite blague en disant que c'était une immense ville. Ouais. Mais bon, j'allais pas insister encore plus. Il va dessus. sur une monopole appelée Le Peu. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, le Cantal, c'était sympa, donc Clermont-Ferrand. On reste dans le délire campagnard. C'est la plus grosse ville là-bas. Ouais, c'est ça, c'est dans le centre. Ok. Bon. On n'a pas des masses non plus, quoi, des grandes villes. Ouais. Du coup, on va passer à la troisième histoire qui est la mienne. Donc pour commencer, c'est une histoire qui se déroule durant l'Antiquité, au tout début, quand vraiment l'homme a commencé à écrire. Donc il était une fois un petit garçon qui n'avait pas le temps de s'ennuyer. En effet, ses parents étaient fermiers, comme la plupart des gens à l'époque, et donc il devait tout le temps les aider à s'occuper du bétail. Mais il avait une chance, c'est il pouvait étudier la journée, et donc ces journées étaient infernales, parce qu'il devait étudier la journée, et le soir s'occuper des animaux. Et donc ça l'épuisait de plus en plus. Et il commençait à être dégoûté en fait de l'agriculture, parce qu'il devait hériter de la ferme quand il sera adulte, et il devait s'occuper justement de la ferme, des animaux, tout ça. Donc un jour qu'il était à l'école, il étudiait une fameuse toile venant d'Égypte, parce qu'à l'époque l'Égypte rayonnait en termes d'art, et donc sur laquelle était peinte une forêt féerique avec un sol parsemé de roses. Toute la classe était émerveillée par la beauté du paysage que représentait cette peinture. Mais notre garçon trouvait que l'élément le plus beau dans ce tableau, c'était la signature du peintre. Elle était très soigneusement écrite, avec des formes calipiges et très aérées, ce qui donnait l'impression que l'écolier, que l'encre avec lequel était écrite cette signature venait des nuages. Aussitôt rentré chez lui, il devait surveiller les vaches. Donc il s'asseyait dans un petit tas de foin et se mit avec sa plume à écrire des pages et des pages entières de son nom. Donc peu à peu, dès qu'il s'occupait de la ferme, il se mettait dans un coin, tantôt sur de la paille, tantôt suspendu à la toiture de la grange, assis sur les poutres apparentes de la bâtisse. Et donc son écriture était de plus en plus stylisée et belle. Et voilà comment naquit l'art de la calligraphie. Extrêmement court, hein, vraiment. Oui, non, mais très sympa. La fin, tu l'avais cherché Oui. des heures. J'avais vraiment cherché des heures. Je trouve que la fin, elle est pas mal. Ouais, en fait, ça va. Ouais, ça va. Faire un point comme ça. Non, par contre, j'ai remarqué, on a tous mis le mot poutre de la même façon. Poutre apparente. Mais en même temps, poutre. En fait, il y avait vraiment un décor genre de nature, genre rose, forêt, tout ça. Et puis même, il y avait le foin, tout ce qui faisait penser à la ferme. Oui, bah oui. Et du coup, genre, je sais pas, une grange, pour moi, je l'imagine avec des poutres apparentes, dans tous les cas. Et on a tous les deux placé calipige dans les formes de l'écriture. Moi, c'était ma rose qui était calipige. Mais calipige aussi, c'était particulier. Enfin, à placer, je sais pas, c'était... En plus, normalement, c'est pour l'anatomie, j'ai regardé la définition. Ouais, j'ai vu, c'est qu'il y a de belles fesses. J'étais là en mode, mais comment je peux mettre ça, moi aussi. Et en fait, non, j'ai vu qu'on pouvait on pouvait mettre cet adjectif pour juste des termes, pour dire arrondi ou de belles formes, juste, quoi. Ouais. Puis après, même si ça se dit pas, on voit bien l'image. Enfin, je veux dire, c'est arrondi, quoi. Enfin, ouais, voilà. Calipige. Du coup, on va passer maintenant à la grande histoire de Roman. La grande histoire. La calligraphie, c'est l'art en fait de former d'une façon élégante et embellie les caractères de l'écriture manuscrite. Alors pour ce faire, la calligraphie a recours à de multiples outils et supports que nous verrons bien sûr après. Mais tout d'abord, une petite piqûre de rappel sur l'écriture. Quand et où a-t-elle été créée ? Tout commence en 3300 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Donc c'est l'actuelle région Irak-Syrie. Les Sumériens inventent l'écriture. Ils écrivaient au départ sur de l'argile en faisant des dessins pour représenter des éléments, des objets ou des êtres vivants. Par exemple, on schématisait en dessin une tête de bœuf pour désigner donc un bœuf. Oui. Voilà, très sympa, hein, c'est genre... c'est simple. Ce que tu fais en CP, quoi. Aucune critique. Bref. Mais bon. Au CP qui nous regarde, qui nous écoute, pardon.
Mais bon, cette technique, comme vous en doutez, c'était pas très rapide. Hein, et donc, les Sumériens ont changé leur écriture et ils ont taillé des petits bouts de bois, des bâtons, où en fait, au bout, il y avait des formes différentes. Par exemple, des fois, ça pouvait être un triangle ou des fois, ça pouvait être juste une pointe. Comme des tampons, un peu. Ouais, voilà, comme des tampons. Et en fait, toujours dans de l'argile. Donc, ça permet en fait de faire des schémas. Tu vois, une tête de bœuf, c'était vraiment schématisé à fond, quoi. Et cette nouvelle technique a changé l'écriture. C'était maintenant des petits symboles et ça ressemblait en gros à des pattes de mouche. Hein. Oui. C'est une vision très scientifique, hein, comme vous voyez. En histoire, en 6e, on voit les débuts de l'écriture et on voit les pattes de mouche. Oui, voilà, c'est ça, les petits trucs, quoi. Enfin bref. Donc après, aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens, eux aussi, se mettent aussi à l'écriture. Et c'est celle que vous connaissez sans doute, ce sont donc les hiéroglyphes. Ils sont principalement utilisés pour les textes de loi ou des écrits sacrés, et seuls les scribes savent l'écrire parce que c'est assez complexe. Et en plus, comme pour les Sumériens, c'est assez complexe et long. En fait, c'est un processus assez long à écrire, et donc c'est très peu utilisé dans la vie courante. Donc ensuite, s'ensuit aux alentours de 1500, toujours avant Jésus-Christ, la création de l'écriture chinoise. Alors là, en fait, 1500, c'est qu'on a retrouvé des écrits datant de 1500 avant Jésus-Christ, mais les Chinois, eux, disent que leur écriture date de moins 4000 avant Jésus-Christ. Mais vu qu'il n'y a pas de preuves... Ouais, c'est quand même... Voilà, on a des élèves chinois, on aurait dû en ramener parce que du coup, ils pratiquent, eux, la calligraphie. C'est vrai, mais du coup, après, on n'aurait pas pu les montrer, quoi. Ouais. Il y a la caméra qui est juste là. Oui, mais du coup, c'est pour YouTube. Ouais. Et donc, je reviens à l'écriture chinoise, et qui, elle, comme vous l'avez sûrement déjà vu, elle représente des symboles. Donc, elle représente des éléments, des objets ou des êtres, des objets. Et il faut attendre seulement 1000 ans avant Jésus-Christ pour qu'apparaisse le premier alphabet dont les signes ne représentent plus des objets, comme je disais avant, mais représentent des sons. Et après cela, en 600 avant Jésus-Christ, c'est l'alphabet latin, donc c'est le nôtre, qui apparaît, puis ensuite l'alphabet arabe se crée en 500 après Jésus-Christ, qui comporte, lui, 28 lettres. Et donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'invention de l'écriture, donc en 3300, ça signe le début de l'histoire. Avant cette date, c'était la préhistoire. Ça reste assez important à préciser. Et donc, après ce point historique sur l'invention de l'écriture, nous pouvons enfin rentrer dans le vif du sujet, la calligraphie. Donc là, je vais plutôt me concentrer sur la calligraphie latine, donc la nôtre avec nos lettres, etc. Et moins sur la calligraphie chinoise ou arabe, qui est très belle aussi, hein, mais bon, voilà. Il y en a dans le hall du lycée, en plus. Oui, c'est vrai. Donc, avant l'arrivée de l'imprimerie inventée par Gutenberg en 1450, les textes étaient écrits manuscrits, voilà, grande surprise. C'était principalement les moines qui les écrivaient, et il fallait être très minutieux, délicat et concentré afin de conserver une écriture belle et surtout lisible, parce que sinon ça sert à rien. Donc la calligraphie a connu plusieurs formes. La caroline, au 8e siècle, qui a été utilisée en Europe pendant plusieurs siècles, et qui a été aussi la préférée de Charlemagne. Voilà, petite anecdote, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas très intéressant, mais bon, voilà. Ensuite, il y a eu la gothique, à partir du XIe siècle, que vous connaissez sans doute, hein, avec ses grosses formes, etc., qui elle-même existe sous plusieurs formes. Donc il y a la textura, qui était la plus utilisée au XIIIe siècle en Europe occidentale. Ensuite, il y a eu les capitales lombardes, la fracture, la rotonda, enfin bref, il en existe un paquet des écritures gothiques. Et donc je ne vais pas m'attarder sur les différents types d'écriture de la calligraphie, car entre nous c'est un peu barbant et c'est pas le plus intéressant. Donc après l'invention de l'imprimerie, les livres n'étaient plus écrits à la main, mais donc ils étaient imprimés. Néanmoins, les textes importants comme les traités ou les édits royaux, eux, étaient écrits à la main pour garder un petit côté sympa, quoi. Traditionnel. Voilà, c'est ça, beau. Genre acté, quoi. Voilà, c'est ça. Mais du coup, cela n'empêche pas la calligraphie de s'estomper peu à peu dans notre vie courante, surtout avec l'enseignement de l'écriture. Les personnes font moins attention à la beauté des lettres et des mots qu'ils écrivent. Ils écrivent à la va-vite, hein, comme nous on le fait. Et donc, mais pas d'inquiétude, hein, la calligraphie latine n'a pas complètement disparu. C'est aujourd'hui une pratique artistique que l'on peut retrouver dans la rue, avec des graphes, ou encore plus simplement sur YouTube ou TikTok, ou tous les supports que vous voulez.
Et la calligraphie, ce n'est pas seulement écrire de belles lettres sur une feuille, non, il y a quand même des règles à respecter parfois. On distingue alors 2 catégories de la calligraphie latine, la classique et la moderne. Donc la classique va suivre les règles des anciennes calligraphies que je vous ai citées précédemment, comme l'écriture gothique ou encore l'anglaise que je n'ai pas citée. Et par exemple, avec justement l'anglaise, il faut que les traits qui montent soient fins, donc on les appelle les déliés, et il faut que les traits qui descendent soient plus larges. Donc ça c'est courant, c'est le plus courant. Voilà, c'est ça, et c'est une règle qu'il faut respecter. Voilà, si tu veux faire vraiment de la calligraphie. On peut le faire anglaise. avec des stylos plumes. Oui, ouais, on a oui. juste à appuyer un peu plus sur la plume. Voilà, et aussi, bon, je l'avais fait en 4e, je crois, en art plastique. J'avais fait de l'écriture gothique, alors je sais pas laquelle c'était, mais avec des stabilos. Voilà, c'est très facile d'en faire. Ouais. Tu peux regarder sur Internet. Il y a plein de tutos et tout. Il y a des types de plumes, etc. Parce que je m'étais renseigné pour faire de la calligraphie. J'en fais 2 fois, très rarement. C'est très sympa. Mais il y a plein de techniques. Franchement, si vous allez sur YouTube ou même sur Pinterest, il y a plein de démonstrations. Et il y a aussi quelque chose, mais je sais pas si c'est considéré comme de la comment ça s'appelle ? J'ai perdu le nom. La calligraphie, mais ça s'appelle du lettering. En fait, c'est une manière d'écrire. Oui. Un style, tu vois, comme les polices sur votre document Word, c'est la manière de le faire, mais au quotidien. Bah ça justement c'est différent, il faut faire la nuance entre les deux. Calligraphie c'est plutôt l'art vraiment de bien former les lettres, alors que lettering c'est plutôt je sais pas, écrire en gros, enfin je peux pas le décrire, mais c'est différent en fait, c'est une catégorie à part, c'est même pas dans la catégorie calligraphie, c'est juste tu t'amuses à bien écrire tes lettres. Voilà, c'est ça. Et donc, je reviens, donc nous avions les 2 types de calligraphie latine, donc la classique que je viens d'expliquer, et nous passons donc à la moderne. Donc au contraire de la classique, la moderne, elle s'affranchit des règles et laisse place à une calligraphie plus libre et fantaisiste. Ça ressemble un peu aux typographies qu'on peut retrouver sur Word, mais en fait que personne n'utilise parce qu'elles sont pas très belles, hein, on est d'accord. Ouais. C'est pas très naturel. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça c'est sur l'ordinateur, après sur papier c'est autre chose. Hein. D'ailleurs, en parlant de supports, des différents supports, la calligraphie aujourd'hui peut se faire sur n'importe quoi et n'importe où, en passant d'un mur à une trousse, un meuble ou plus traditionnellement sur du papier. Donc, tandis qu'au Moyen-Âge, le seul support, c'était le papier, et c'est tout. Remarque, ça ne devait pas être très évident, ni même judicieux, d'écrire avec une plume doigt, parce qu'on écrivait avec une plume doigt, sur une trousse. Et donc, aujourd'hui, les outils ont bien changé, c'est plus des plumes doigts, enfin on peut, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est ça. Donc ok, il existe encore et toujours les plumes en acier qui sont très pratiques et utiles pour faire toutes les formes de la calligraphie. Par contre, autant vous dire que les plumes doigts, comme je vous les ai dit, ça se fait très très peu. Enfin, pour trouver des gens qui font encore avec de la plume, c'est assez chaud. Et donc maintenant, ce qui est utilisé, ce sont plutôt les feutres à mine fine, médium, grosse, ça varie en fonction des goûts de chacun, mais aussi de la craie, des pinceaux pour faire de l'aquarelle ou encore de la gouache. Bref, la calligraphie, comme vous voyez, est très diversifiée et en plus, elle est accessible pour tout le monde et à tout le monde. En plus d'être très satisfaisante à regarder, mais aussi à pratiquer. Enfin, je suis adepte de regarder de la calligraphie sur YouTube. Ouais. Et donc, la calligraphie, elle est reposante et apaisante, donc toujours à regarder, mais à faire. Et donc, si vous êtes une personne très stressée ou pas d'ailleurs, n'hésitez plus, faites de la calligraphie. Merci beaucoup, c'était très très intéressant. Merci. Et donc, merci beaucoup à vous d'avoir écouté History. Un grand merci à Rémi et à Inès d'avoir géré le son, tout ça. Et merci aussi à Justine qui s'occupe de la régie toutes les semaines. Et attention, petit instant pub, Cassilia qui nous a donné ces mots, est dessinatrice et a un compte Instagram en parlant d'art. Ça va bien. Et donc, si vous voulez voir son travail, n'hésitez pas sur Instagram, cassie.liart. C'est vraiment bien ce qu'elle fait. Voilà. Du coup, petit placement. voilà, un petit sponsor. Voilà. Donc, les mots de la semaine prochaine sont poids, vol, trolleybus, je sais pas ce que c'est, cage, corde, dilemme, rugir, vie, tapisser, femme.
Et le thème, ce sera l'Afrique du Sud. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez participer ou bien nous donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails personnels ou sur le mail de Delta FM, donc contact@radio-delta.fr. Et on vous laisse avec Renan Luce. Renan Luce et sa chanson La Lettre. Donc à bientôt. Au revoir. Au revoir.